Les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être de ma première vidéo consacrée à la vérité si je mens, qui raconte l'histoire d'un choc culturel entre deux communautés, un type de comédie dont les Français sont particulièrement friands, où l'on présente un protagoniste qui est un peu comme un poisson hors de l'eau dans une communauté qu'il ne connaît pas et à laquelle il va devoir s'adapter. Le choc culturel, c'est une situation où l'on ressent une forme de désorientation face à une culture que l'on ne connaît pas. C'est une réaction qui se traduit par une forme d'inconfort, de malaise. C'est donc vraiment un terrain propice à la comédie. Et les exemples de comédies de choc culturel en France sont légion. Le but de ces comédies, souvent, c'est de faire ressortir les différences culturelles entre deux communautés. L'écueil d'ailleurs, souvent, c'est de véhiculer des stéréotypes sur la communauté présentée comme entre guillemets étrangère. Et d'autre part, c'est un type de comédie qui exclut une partie du public. C'est-à-dire que, par exemple, le film La vérité si je mens aurait bien du mal à s'exporter aux États-Unis, puisque ça raconte l'histoire d'un Français qui va s'immiscer dans la communauté juive du Sentier. Donc, à moins d'être curieux, il va y avoir des codes, des clichés bien entendu, que nous autres nous connaissons, mais qu'un Américain par exemple qui n'est pas un petit peu curieux va avoir du mal à comprendre. Vous noterez d'ailleurs que la plupart du temps, lorsque les Américains sont intéressés par ces comédies qui connaissent souvent un grand succès en France, ils en font des remakes. L'histoire est ainsi remaniée pour convenir au goût du public américain et pour qu'il puisse s'identifier plus facilement aux personnages. C'est le cas notamment des Visiteurs qui a connu un remake américain, donc Les Visiteurs en Amérique, et il faut bien admettre que la plupart du temps les remakes américains ne sont pas de franches réussites. Ainsi, ce type de film de choc culturel qu'on peut qualifier de typiquement français finalement, est quand même très difficile à exporter. Néanmoins, on n'a pas non plus le monopole du film de choc culturel, et on dénombre quelques succès mondiaux, dont le film Un poisson nommé Vanda, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors si le sujet vous plaît, restez avec moi. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que je vous souhaite rempli de belles découvertes cinématographiques. Quoi de mieux pour débuter 2026 que ce fabuleux film Un poisson nommé Vanda, un film britannico-américain qui porte les marques culturelles de ces deux pays, aussi bien du point de vue de son histoire, puisque c'est quand même l'un des sujets centraux du film, que du point de vue de sa fabrication. En effet, si l'histoire met en évidence les différences culturelles entre les Américains et les Anglais, il en va de même pour la fabrication du film, qui est une coproduction américano-britannique. En fin de compte, les différences culturelles entre les Anglais et les Américains vont nourrir le film même. Nous sommes à Londres, le gangster George Thomason organise un cambriolage de bijoux avec 3 de ses acolytes, Vanda, une américaine maligne, Ken Pyle, un anglais bègue et souffre-douleur d'Otto, et Otto, une espèce de psychopathe doublé d'un crétin qui se prend pour un génie parce qu'il a lu Nietzsche. Il se trouve que Vanda et Otto sont ensemble secrètement, mais ils se font passer pour frères et sœurs puisque en fait Vanda est officiellement avec George qui est leur chef. Vanda, c'est l'archétype de la femme fatale. Elle séduit les hommes pour parvenir à ses fins. Et elle va faire bien des ravages dans ce film. Une fine équipe en somme. Le cambriolage qu'ils viennent de commettre semble s'être bien déroulé. Vanda et Otto ont en fait un plan secret qui est de se débarrasser de George pour profiter du butin tous les deux. Ils vont donc le dénoncer à la police. Et en fait, Vanda elle-même a un plan qui est de se débarrasser de ce gros boulet d'Otto. On peut le comprendre. Sauf que lorsqu'elle est sur le point de se débarrasser d'Otto, ils se rendent compte tous les deux que George les a doublés en allant cacher le butin ailleurs. Ils se rendent donc à la police pour aller tirer les vers du nez de George, mais George n'est pas sot, n'a pas confiance en eux, il n'a confiance que en Ken, à qui il va confier la clé du butin. Mais Vanda, qui décidément est très futée, va surveiller Ken et va donc le griller
en train de cacher la clé du butin dans son aquarium, dans l'aquarium du poisson nommé Vanda. Donc elle va s'emparer de la clé, la cacher dans son médaillon. Et maintenant qu'elle a la clé du butin, c'est très bien, mais il faut savoir où il se cache. Et c'est la raison pour laquelle elle va approcher l'avocat de George, un certain Archie Leach, joué par John Cleese. Alors ça, c'est la petite partie autobiographique du film, puisque John Cleese, avant de devenir le brillant comédien que l'on connaît, avait envisagé une carrière d'avocat. Et le nom d'Archie Leach, qui ne vous dit sûrement rien, est le véritable nom de Cary Grant. L'enjeu du film pour Vanda, ça va être de découvrir où se cache ce butin, et donc pour ce faire, elle va essayer de séduire Archie Leach, qui est un Anglais. Donc il va y avoir tout un tas de trépidantes péripéties, tout ça dans une folle ambiance comique et humoristique. Et bien entendu, tout un tas de différences culturelles vont être mises en évidence au cours de ce film. Nous sommes donc face à une comédie de choc culturel visant à mettre en évidence les différences entre les Américains et les Anglais qui, bien qu'ayant une langue commune, sont quand même deux peuples très très différents. C'est ainsi que, d'une part, nous avons les personnages d'Otto et Vanda qui sont les Américains, et d'autre part, les personnages de Ken et Archie qui sont les Anglais. On a donc un beau carré de personnages avec des caractères bien définis qui vont pouvoir créer tout un tas d'interactions intéressantes. Bien entendu, comme il s'agit du registre de la comédie, tout un tas de clichés sur les deux peuples vont être au rendez-vous. Donc pour nous les Français, c'est très bien parce que ça nous fait des points de repère. Reprenons depuis le début. Nous sommes en 1969, 5 Anglais et un Américain vont casser la baraque de la BBC, la première chaîne de télévision britannique, avec leur émission Flying Circus, et bien entendu je parle des Monty Python. L'un d'entre eux, un certain John Cleese, qui est peut-être la figure emblématique des Monty Python, c'est vrai qu'il a un physique très particulier, a déjà des velléités cinématographiques et envisage de produire un film avec Charles Crichton, qui est un réalisateur chevronné. Ce projet n'aboutira pas puisque la carrière de John Cleese vient finalement juste de commencer, mais l'un et l'autre se font la promesse de travailler ensemble un jour. Et cette promesse est tenue 14 ans plus tard. Nous sommes en 1983, John Cleese retrouve Charles Crichton, et c'est là qu'il commence à travailler sur un projet qui deviendra un poisson nommé Vanda. Le premier script de ce film est donc 100% britannique et humour anglais oblige. C'est un script très noir, sombre, voire cynique. Et par ailleurs, il s'agit d'un petit film à petit budget qui n'a pas du tout vocation à devenir un succès mondial. John Cleese, donc, qui écrit le scénario, élabore un carré de personnages avec des caractères très différents. C'est donc, oui, d'une part, une comédie de braquage, une comédie de choc culturel et aussi une comédie de caractère. Parce que ces personnages ayant une personnalité très définie et très différente, cela va produire une espèce de cocktail explosif entre eux avec vraiment des fulgurances comiques liées donc à ces différences. On a donc Vanda, l'américaine maligne et femme fatale, Otto, son comparse complètement crétin et psychopathe qui se prend pour un génie, Ken, le souffre-douleur d'Otto, et puis Archie, l'avocat, avec un balai dans le fondement. Donc, au départ, ce scénario est 100% britannique, avec un humour noir, sadique et non-sensique. Seulement, pour pouvoir faire cette comédie, John Cleese a besoin de s'entourer d'acteurs américain. John Cleese va donc se tourner en premier lieu vers un certain Kevin Kline, un acteur américain qui a déjà quelques films à son actif, mais qui est relativement inconnu, et qui va en tout cas être immédiatement séduit par la perspective de jouer le personnage le plus méchant de l'histoire. C'est ainsi qu'on lui présente le rôle. Et c'est un poisson nommé Vanda qui va vraiment propulser sa carrière, et heureusement parce que Kevin Kline, c'est vraiment une perle d'acteur. I love Kevin Kline. En revanche, pour Vanda, John Cleese va vraiment se tourner vers une star, Jamie Lee Curtis, une enfant de la balle qui est aussi à l'aise dans les films d'horreur que dans les comédies.
et dont le potentiel comique va vraiment être pleinement exploité dans ce film. Et c'est là qu'un premier choc culturel intervient parce que figurez-vous que Kevin Kline ne comprend pas le script à la première lecture. Quant à Jamie Lee Curtis, elle raconte rétrospectivement, donc quelques années après le tournage du film, qu'il y a encore certaines répliques qu'elle ne comprend pas. Voilà, donc les Américains et les Anglais ayant beau parler la même langue, ils n'ont pas du tout la même culture, la même façon de voir les choses, et c'est aussi ça qui fait la richesse de ce film. Le film doit en effet se vendre auprès du public américain, qui est plus friand de comique que d'humour. Pour résumer grossièrement, le comique c'est la manière explicite de faire rire, et l'humour la manière implicite. Et les Américains sont bien plus à l'aise avec le premier, et les Britanniques avec le second. Ainsi, un poisson nommé Wanda va jouer sur les deux tableaux. C'est d'ailleurs au fabuleux Kevin Kline que l'on doit principalement les apports comiques au film. Il va en effet être tellement à l'aise dans ce personnage haut en couleur qu'il va faire des improvisations, ajouter des grimaces, des gestuels, des répliques qui vont aussi contribuer grandement au succès de ce film. Il faut noter que Charles Crichton est un réalisateur plutôt irascible et old school, tel que le décrivent ses acteurs. Donc l'ambiance sur le plateau est parfois un petit peu tendue. Mais néanmoins, en dépit de ce caractère difficile, d'ailleurs c'est assez pittonesque d'avoir un réalisateur de 78 ans, anglais et avec un caractère de cochon. En tout cas, bon, s'il a un caractère un peu difficile, néanmoins il laisse beaucoup de marge de manœuvre à ses acteurs, il les laisse improviser, il les laisse aller à leur créativité par moment. Il faut en effet donc d'une part composer avec les différentes cultures sur le plateau, mais aussi avec les différentes méthodes de travail des acteurs. Jamie Lee Curtis, c'est une actrice qui est très bonne à la première prise. Elle donne tout à la première prise. Kevin Kline, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de répéter sans cesse, qui aime beaucoup la répétition et qui aime aussi les longues tirades. Et il va, un peu comme Jean-Yann dans Laisse aller, c'est une valse, proposer quelque chose de différent à chaque prise. Quant à John Cleese, c'est quelqu'un d'une très grande rigueur, qui aime la précision chirurgicale, c'est-à-dire qu'il va vraiment préparer minutieusement chacune des scènes jusqu'au micro-geste près, si bien que lorsque Charles Crichton leur propose de se laisser aller, de ne pas trop préparer la scène pour voir ce qu'ils peuvent par eux-mêmes proposer, John Cleese est très très mal à l'aise. Donc c'est amusant puisque même dans leur méthode de travail, on voit, en tout cas pour John Cleese, le côté très anglais, flegmatique dans la manière de travailler. Ainsi, donc, en dépit de son caractère difficile, Charles Crichton est ouvert aux suggestions de ses acteurs. Ainsi, la scène où John Cleese apparaît complètement nu devait initialement être tournée par Jamie Lee Curtis. Et c'est cette dernière qui a suggéré d'inverser les rôles parce qu'elle pensait que ce serait plus comique. Et en effet, c'est une scène vraiment très très comique, encore plus avec cette petite touche de flegme britannique à la fin. Par ailleurs, une autre scène va être complètement remaniée, il s'agit de la scène de dispute entre Otto et Wanda où elle lui balance ses 4 vérités. Initialement, ça devait être une scène où Wanda faisait vraiment preuve d'une colère froide, d'un self-control total, et Jamie Lee Curtis n'arrivait pas à tourner cette scène. En fait, elle l'a fait selon donc les instructions de John Cleese, et au moment de voir les rushs, elle s'est aperçue que c'était vraiment pas drôle du tout, si bien qu'elle a complètement perdu confiance en elle. Donc ça a été un moment un petit peu difficile du tournage, parce qu'en plus il y avait la pression du planning, c'était assez compliqué. Mais finalement, elle a quand même réussi à se faire entendre, et elle a proposé de tourner la scène complètement autrement. C'est-à-dire qu'elle pensait que ce serait beaucoup plus comique que Wanda, qui garde vraiment le contrôle depuis le début du film, pète un boulon et explose et dise vraiment voilà, ces 4 vérités à Otto. Et c'est ainsi donc que la scène a été retournée et a été retenue dans le montage final du film. Donc effectivement, c'est à nouveau un apport américain, parce que voilà, les Anglais et les Américains, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Donc à nouveau, on a un apport américain dans le film. Et enfin, l'une des plus grosses marques américaines sur le film, c'est l'aspect romantique de la relation entre Wanda et Archie, qui au départ était inexistante. Il s'agissait juste d'une histoire où Wanda manipulait Archie, il n'y avait pas du tout de
de romantisme entre les deux. Et en fait, il y a eu donc une projection test du film en Amérique, où certes le film a fait rire, mais il ne plaisait pas au public américain, tout simplement parce que la fin était trop sombre. Par exemple, le personnage d'Otto meurt, et puis la fin initiale du film, en fait, c'est un plan où l'on voit donc Archie et Wanda dans l'avion, et vraiment la dernière chose que l'on voit, c'est les chaussures de Wanda qui sont en forme de requin, et donc qui symbolisent son intention de faire la misère à Archie. Voilà, ça montre le caractère vraiment vil de cette femme. Donc ça ne convenait pas du tout à nos amis américains qui ont besoin d'un happy ending. C'est ainsi qu'à l'issue de cette projection test, plusieurs scènes vont être retournées. Et notamment plusieurs scènes qui vont nourrir l'aspect romantique de la relation entre Wanda et Archie. En fait, John Cleese l'a admis, c'est que lui, il ne sait pas du tout écrire des relations romantiques, il s'en tape du moment que c'est drôle. Mais bon, les Américains, il leur faut du romantisme. Et s'il n'avait pas refait ces scènes, le film n'aurait probablement pas aussi bien marché, voire peut-être aurait fait un gros four, en tout cas aux États-Unis. Un film, ça coûte des millions, il faut le rentabiliser, donc ils ont retourné ces scènes qui certes ont coûté de l'argent supplémentaire, mais qui peut-être, voire sans doute, ont contribué au succès commercial du film. Bah ouais, parce que business is business. En tout cas, on aboutit ainsi à un film qui porte vraiment l'empreinte britannique et américaine. Finalement, le tournage épouse complètement le sujet du film, donc ce choc culturel entre les Anglais et les Américains. L'humour britannique et le comique américain se mêlent, le sadisme et le romantisme. Et ce mélange explosif donne lieu donc à cette excellente comédie qui est Un poisson nommé Wanda. Un film absolument cultissime qui parle donc non seulement aux Anglais et aux Américains, mais qui parle aussi au monde entier finalement. Et c'est là le signe d'une véritable réussite. Il faut dire que le film bénéficie d'une distribution d'acteurs vraiment solide et volontaire, qui campent des personnages hauts en couleur, avec un scénario très bien écrit et une belle mise en scène. En effet, il faut saluer la mise en scène de Charles Crichton, qui bien qu'en apparence soit simple, mais qui dissimule en fait une vraie maîtrise, parce que la comédie, ça ne se filme pas n'importe comment. Alors surtout par rapport au personnage d'Otto, il y a beaucoup de jeux avec la profondeur de champ qui évidemment crée des moments très comiques. Et puis l'une des scènes où la maîtrise de Charles Crichton s'illustre le mieux, c'est la séquence Feydeau, c'est-à-dire la scène de l'amant dans le placard, qui est un ressort typique du théâtre de boulevard et qui est assez difficile à transposer au cinéma, mais qui ici bénéficie donc de cette maîtrise et qui donne lieu à une scène très réussie et très comique. Ainsi, si Un poisson nommé Wanda s'est fait déchirer par la critique et notamment par le New York Times à sa sortie, il a bénéficié d'un très grand succès populaire. C'est devenu une comédie culte que beaucoup de gens connaissent et apprécient encore aujourd'hui. Il recevra quand même beaucoup de récompenses bien méritées. Et il faut noter aussi que c'est le dernier film de Charles Crichton qui, à 78 ans, a enfin connu un grand succès. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Si vous avez envie de vous sortir un petit peu de la morosité du mois de janvier, je vous conseille très fortement de regarder Un poisson nommé Wanda. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon enthousiasme pour ce film vous a été transmis. Je vous dis à bientôt et bonjour chez vous.